Le lithium s'envole et le Sahel change d'équation. En 6 mois, les prix mondiaux progressent d'environ 30%, tandis que près de 100 000 tonnes confirmées déplacent le centre de gravité d'un territoire longtemps jugé périphérique. Que signifie ce choc chiffré pour ceux qui observent Ibrahim Traoré quand le sous-sol cesse d'être un décor et devient la variable maîtresse? Une bascule brève, lourde, décisive. Cette séquence promet une lecture utile car elle relie chiffres, décisions et effets concrets. Comprendre maintenant évite erreurs stratégiques, coûts futurs et jugements hâtifs. L'enjeu dépasse une découverte minière ou une hausse de prix. Il s'agit de savoir comment une ressource stratégique reconfigure le pouvoir, le calendrier des choix et la marge de manœuvre d'un État. Lorsque la valeur devient mesurable, chaque geste cesse d'être technique et devient un signal. Les marchés lisent un rythme, les partenaires régionaux interprètent une intention, les communautés locales évaluent un impact immédiat. Le risque est double. Trop d'ouverture accélère la captation et fragilise la souveraineté réelle. Trop de fermeture alimente les tensions diplomatiques et renchérit les coûts internes. Entre ces pôles, la promesse tient à une conversion maîtrisée, transformer un avantage minéral en levier politique, économique et social durable, sans brûler le capital de confiance. La question centrale n'est donc pas posséder, mais contrôler le tempo, fixer les conditions et désigner les bénéficiaires. Et voici une question qui ouvre la perspective. Quand le tempo change, qui impose la mesure? Deux chiffres suffisent à déplacer l'axe de lecture. Début 2020, près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées, tandis que le prix mondial progresse d'environ 30% en 6 mois. Ces repères simples réorganisent le contexte. Le Mali ne peut plus être lu comme un espace marginal, car son sous-sol devient un facteur structurant d'un marché énergétique en recomposition rapide. À partir de là, les décisions politiques cessent d'être isolées. Elles s'inscrivent dans une architecture où données minières, réactions diplomatiques et discours sécuritaires forment une séquence cohérente. Ce qui paraissait fragmenté se met en ligne, et le timing acquiert une importance égale à la quantité. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré s'insère moins comme un symbole idéologique que comme un acteur positionné à un point de friction précis. Lorsque les estimations se stabilisent et que les prix s'emballent, l'incertitude recule et l'empressement apparaît. Plus les chiffres circulent, plus les intérêts se rapprochent. Les gestes attribués au pouvoir prennent alors une autre signification. Ils répondent à un environnement où la valeur augmente plus vite que les cadres censés l'encadrer. Trois dynamiques se croisent. D'abord, la confirmation du gisement attire l'attention internationale et accélère les calculs stratégiques autour du Sahel. Ensuite, la hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration. La ressource devient un enjeu immédiat pour des acteurs qui résonnent à l'échelle globale. Enfin, dès le début de 2025, des signaux sécuritaires discrets, survols répétés, mouvements de repérage, tentatives de cartographie rendent visibles des logiques longtemps latentes. Pris séparément, ces éléments pourraient en sembler anecdotiques. Ensemble, ils dessinent une rupture. Le pays ne subit plus seulement des tensions régionales, il se retrouve au cœur d'une compétition énergétique où chaque donnée chiffrée modifie l'équilibre des anticipations. Comprendre ce point de bascule éclaire pourquoi certaines décisions, jugées abruptes à l'extérieur, apparaissent rationnelles depuis l'intérieur, et pourquoi la trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré suit une logique déjà engagée. Pour comprendre comment le basculement se matérialise, il faut suivre ceux qui perçoivent les changements
avant qu'ils ne deviennent visibles. Sur le terrain, des officiers locaux, des responsables techniques et des chefs communautaires décrivent dès le début de 2025 une même série de signaux discrets, rien de spectaculaire. Des présences inhabituelles autour des zones minières, des repérages sans annonce officielle, des approches prudentes qui modifient la perception de l'espace. Le sous-sol cesse d'être une abstraction économique. Il devient un point de contact. Premier cas. Dans les régions proches des gisements, des civils récemment formés à la défense territoriale signalent plusieurs incursions menées par de petites équipes cherchant à cartographier les accès. Les informations restent fragmentaires, mais leur répétition crée un faisceau d'indices. Pour ces acteurs, la valeur minérale transforme immédiatement le quotidien. Vigilance accrue, contrôle renforcé, circulation plus contrainte. L'impact est concret, avant même toute annonce publique. Deuxième cas. Plus au sud, des chefs traditionnels rapportent avoir été sollicités pour soutenir des projets d'exploitation accélérés, assortis de compensations financières présentées comme des opportunités locales. Les propositions sont prudentes dans la forme, mais elles révèlent une pression croissante. La question glisse alors du registre idéologique vers un registre matériel, ancré dans la vie des villages et les arbitrages communautaires. Pris isolément, ces récits pourraient sembler banals. Leur importance tient à leur convergence. Ensemble, ils dessinent une phase d'alerte précoce où les communautés comprennent avant tout le monde que leur environnement change de statut stratégique. Ce décalage temporel explique pourquoi certaines décisions ultérieures paraissent soudaines vues de l'extérieur, mais nécessaires depuis l'intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est que le terrain bascule avant les discours. La séquence s'active lorsque les signaux faibles accumulés au début de 2025 se transforment en décisions visibles. Ce qui relevait de l'observation devient action. Au printemps, le gouvernement annonce une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier. Le geste est administratif, presque technique. Son effet, lui, est immédiat. Les acteurs concernés protestent, invoquent des risques pour l'investissement et évoquent des retraits des partiels. À ce stade, l'attente dominante est celle d'un ajustement rapide. Pourtant, la trajectoire diverge. La décision n'est ni corrigée ni atténuée. Elle s'inscrit dans une lecture où la valeur du lithium, dopée par la hausse rapide des prix mondiaux, confère au pays une marge de manœuvre inédite. Le pouvoir parie sur un rapport de force différent. Moins dépendant qu'auparavant, il peut absorber une phase de tension sans céder immédiatement. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un improvisateur que comme l'exécutant d'une séquence déjà engagée, fondée sur le recalcul coûts-bénéfices. Le point de tension monte au fil des mois. Les entreprises minières cherchent des contournements, négociations discrètes, demandes d'exemption, ajustements contractuels. Chaque tentative provoque une réponse supplémentaire. Les autorités renforcent la surveillance des zones d'extraction, limitent les accès et resserrent le contrôle des flux financiers liés aux activités minières. La relation change de nature. Elle ne repose plus sur la recherche d'un compromis rapide, mais sur l'affirmation d'un cadre présenté comme non négociable. Le climax survient à l'automne. En octobre 2025, le gouvernement annonce la fermeture totale des frontières. L'acte est à la fois symbolique et opérationnel. À l'extérieur, il est interprété comme un isolement volontaire, voire comme un retour en arrière. À l'intérieur,
Il s'inscrit dans la continuité d'une stratégie perceptible depuis des mois. Réduire les points d'entrée, contrôler les mouvements, verrouiller les zones sensibles. La protection des ressources devient prioritaire sur toute autre considération. Les répliques ne tardent pas. Quelques jours après l'annonce, une tentative de franchissement de la frontière par un groupe armé se produit sous couvert de protection d'intérêts économiques. L'affrontement est bref, mais il cristallise la tension accumulée. Les forces locales repoussent l'incursion. L'épisode agit comme un signal adressé à l'ensemble des observateurs régionaux. Le message est simple, le cadre a changé et il sera défendu. À partir de ce moment, chaque événement renvoie au précédent. Les condamnations diplomatiques, les pressions médiatiques et les annonces de sanctions économiques s'agrègent en une même onde de choc. Mais cette onde ne produit pas l'effet escompté. L'opinion publique interne, loin de se fragmenter, se restructure autour d'un sentiment de souveraineté affirmé. Le coût de la confrontation est accepté comme le prix d'une redéfinition des règles d'accès aux ressources. La ligne des événements révèle ainsi une logique cohérente. Activation par un geste fiscal, montée en tension par le refus d'ajustement, climax par une décision de contrôle territorial, réplique par des pressions et des tentatives de contournement. Dans cette chaîne, Ibrahim Traoré incarne une continuité stratégique. Accepter la friction pour verrouiller le tempo. La question ouverte demeure alors. Jusqu'où cette logique peut-elle tenir lorsque la pression extérieure continue de s'intensifier? Le basculement observé en 2025 se comprend d'abord par une lecture chiffrée, structurée autour d'un passage clair du baseline au delta. Trois mesures suffisent à encadrer l'analyse sans surcharger l'interprétation. Elles n'expliquent pas tout, mais elles fixent le cadre dans lequel les décisions prennent sens. D'abord, un premier repère. Les volumes confirmés. Au départ, pendant des années, le lithium malien relevait de l'hypothèse géologique incertaine et marginale. Puis, début 2025, près de 100 000 tonnes de réserves sont confirmées. En une phrase, cela signifie un volume confirmé transforme une hypothèse fragile en actif stratégique tangible. Ce premier delta modifie la perception du risque. Lorsque l'incertitude géologique recule, les arbitrages changent. Les autorités ne raisonnent plus en termes de potentiel abstrait, mais de valeurs mobilisables. Les acteurs extérieurs, eux, ajustent leurs attentes. Ce qui était périphérique devient crédible, donc disputé. La donnée volumétrique agit comme un aimant. Elle attire intérêt, pression et calendrier accéléré. Ensuite, un deuxième repère, l'évolution des prix mondiaux. Au départ, un marché volatile mais contenu où les décisions nationales restaient techniques. Puis, en 6 mois, le prix mondial du lithium progresse d'environ 30%. En une phrase, cela signifie la hausse rapide augmente la valeur politique de chaque décision nationale. Ce second delta amplifie le premier. La quantité seule n'aurait pas suffi à créer une tension durable. C'est la combinaison volume-prix qui reconfigure le rapport de force. Quand la valeur augmente plus vite que les cadres institutionnels, le timing devient critique. Chaque retard coûte, chaque ouverture prématurée expose. Dans ce contexte, la stratégie consiste moins à maximiser des flux immédiats qu'à contrôler la cadence. C'est ici que la lecture portée par Ibrahim Traoré s'inscrit, sacrifier une partie de la fluidité présente pour préserver la maîtrise future. Enfin, un troisième repère, le soutien interne. Au départ, une opinion fragmentée face aux choix souverainistes exposés aux coûts diplomatiques. Puis, une enquête mi-2025 indique environ 60% de soutien aux mesures de protection.
En une phrase, cela signifie le soutien interne élargit la capacité d'absorption des chocs extérieurs. Ce troisième delta complète la chaîne. Les volumes créent l'intérêt, les prix créent la pression. Le soutien interne crée la capacité d'endurance. Sans ce dernier élément, les décisions auraient été plus coûteuses politiquement. Avec lui, la marge de manœuvre s'élargit. Les autorités peuvent accepter une phase de tension sans craindre une déstabilisation immédiate. Le calcul n'est pas idéologique, il est pragmatique. Pris ensemble, ces chiffres forment une logique séquentielle. Ils expliquent pourquoi certaines mesures paraissent abruptes vues de l'extérieur, mais rationnelles depuis l'intérieur. Le passage du baseline au delta ne concerne pas seulement l'économie. Il modifie les comportements diplomatiques, les stratégies d'entreprise et les attentes sociales. Les tentatives de négociation accélérées, les pressions médiatiques et les discours alarmistes suivent cette courbe chiffrée. À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi lisible. Les revenus potentiels ouvrent des perspectives de redistribution, tandis que les mécanismes de contrôle visent à éviter une captation rapide. Le choix est clair, ralentir aujourd'hui pour sécuriser demain. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette temporalité longue où la donnée chiffrée sert de boussole plutôt que d'argument de façade. Ces preuves quantitatives ne prédisent pas l'issue, elles définissent le terrain. La question ouverte demeure alors: jusqu'à quel point ce cadre chiffré résistera-t-il si les pressions extérieures continuent de monter? Le débat sera structuré autour des décisions de 2025 oppose deux lectures cohérentes, chacune appuyée sur des arguments solides. Les comprendre pleinement permet d'éviter les caricatures et d'évaluer les risques réels. Première lecture: la défense active comme nécessité. Les partisans de la ligne gouvernementale avancent d'abord un argument de sécurité. Pour eux, les signaux détectés en amont, survols répétés, tentatives de cartographie, approches discrètes autour des zones minières, indiquent que la compétition pour la ressource était déjà engagée. Dans ce cadre, la taxe exceptionnelle, le renforcement des contrôles et la fermeture des frontières ne seraient pas des ruptures, mais des réponses proportionnées. À cela s'ajoute un raisonnement économique. La hausse rapide des prix du lithium réduit la dépendance immédiate aux capitaux étrangers. Accepter une phase de tension permettrait de renégocier plus tard depuis une position renforcée. L'inaction, dans un contexte de valeur croissante, serait le risque majeur. Deuxième lecture: le risque d'isolement et de fragilité. Les opposants développent une critique tout aussi rationnelle. Ils soulignent que la fermeture des frontières et le durcissement réglementaire peuvent freiner l'accès au marché, ralentir les flux financiers, exposer le pays à des sanctions durables. Une économie trop centrée sur une ressource reste vulnérable au retournement de prix. Si le marché se détend, l'avantage stratégique peut rapidement se transformer en contrainte budgétaire et sociale. Cette lecture plaide pour une ouverture contrôlée, combinant protection des ressources et diplomatie active afin de limiter les coûts collatéraux. À partir des données disponibles, on peut préciser la comparaison. Pour départager ces positions, il faut revenir aux repères factuels. La confirmation de volumes importants réduit l'incertitude structurelle qui justifiait auparavant la prudence. La hausse d'environ 30% des prix modifie objectivement le rapport de force à court terme. Enfin, le soutien interne majoritaire observé mi-2025 limite le risque politique immédiat. Ces éléments n'annulent pas le danger d'isolement, mais ils indiquent que l'option attentiste aurait elle aussi généré des coûts élevés. Ainsi, les deux lectures identifient des risques réels.
Toutefois, l'environnement chiffré et sécuritaire tend à montrer que la défense active des ressources relève davantage d'une contrainte stratégique que d'un choix idéologique. À ce stade, une idée s'impose. La défense devient architecture économique. Le pivot ne prend pas la forme d'un discours spectaculaire, mais d'une décision administrative qui redéfinit silencieusement la trajectoire engagée depuis le début de l'année. Le 15 août 2025, l'annonce de la création d'un fonds souverain national transforme une logique de réaction en projet structuré. Jusqu'ici, les mesures répondaient à des pressions immédiates: sécuriser, contrôler, contenir. Désormais, l'État organise la conservation et la redistribution de la valeur minière dans le temps. Ce changement modifie la temporalité du rapport de force. Protéger l'accès au lithium n'est plus une fin en soi, c'est le préalable à une captation interne durable. Les recettes potentielles cessent d'être une variable défensive et deviennent un outil de reconstruction économique. La stratégie passe du verrouillé au et à structuré sans renoncer au contrôle. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré gagne une autre épaisseur analytique. Les choix perçus comme abrupts s'alignent dans une séquence lisible: sécurisation territoriale, affirmation réglementaire, puis organisation financière. Le fonds agit comme une charnière. Il clôt une phase de protection coûteuse et ouvre une phase de projection, où la valeur est pensée à moyen terme plutôt qu'absorbée dans l'urgence. Cette inflexion pose une question décisive. Si la protection devient un projet économique assumé, quels effets concrets ce basculement produit-il pour l'État, les acteurs locaux et l'environnement régional? Les effets de la stratégie engagée se déploient différemment selon les acteurs, révélant la portée réelle du basculement. Quatre groupes permettent d'en mesurer la densité au-delà des débats abstraits. L'État. Pour le pouvoir central, la consolidation du contrôle sur les ressources modifie profondément la capacité d'action. Les revenus potentiels liés au lithium, désormais canalisés par des mécanismes nationaux, élargissent la marge budgétaire et réduisent la dépendance immédiate à des partenaires extérieurs. Cette latitude nouvelle ne se limite pas au financement. Elle renforce l'autorité territoriale dans des zones longtemps perçues comme périphériques. La souveraineté économique devient un instrument de stabilisation politique. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré incarne une continuité stratégique où la maîtrise des flux prime sur la recherche de compromis rapides. Les entreprises. Du côté des acteurs économiques, l'impact est plus ambivalent. Le durcissement réglementaire et la taxe exceptionnelle entraînent un retrait partiel de certains opérateurs étrangers. Ce mouvement crée un vide relatif, mais aussi un espace d'opportunité. Des entreprises locales gagnent en visibilité et accèdent à des responsabilités techniques et logistiques, jusque-là marginales. L'environnement devient plus exigeant, car les normes et les contrôles se renforcent. En contrepartie, la valeur ajoutée a moins tendance à s'échapper hors du pays. La transition est inégale, mais elle redessine un paysage où l'adaptation rapide devient un avantage compétitif. Les populations. Pour les communautés vivant à proximité des zones minières, les conséquences sont immédiates et tangibles. L'encadrement accru des activités et la montée en compétences locales ouvrent des perspectives d'emploi et de formation. Des attentes nouvelles émergent autour de la redistribution et des infrastructures. En parallèle, la valeur stratégique du sous-sol accroît la vigilance sécuritaire et modifie le quotidien. Les bénéfices espérés cohabitent avec des inquiétudes réelles. Ici, la politique n'est pas lointaine. Elle se traduit par des changements visibles dans l'organisation de l'espace et des priorités locales, souvent associées aux choix portés par Ibrahim Traoré.
La région. À l'échelle régionale, le signal dépasse largement les frontières nationales. Les pays voisins observent avec attention la manière dont une ressource est transformée en levier politique. Certains y voient un modèle potentiel d'émancipation économique, d'autres redoutent un déséquilibre des alliances existantes. La hausse rapide des prix du lithium amplifie cette lecture. Chaque décision nationale résonne dans un Sahel déjà sous tension, où la compétition pour les ressources s'intensifie. Pris ensemble, ces effets convergent vers une même réalité. La ressource redéfinit les rapports de force. L'État se renforce, les entreprises s'ajustent, les populations s'engagent, la région s'interroge. La question qui s'impose alors est simple. Comment cette recomposition influencera-t-elle les choix à venir lorsque les pressions extérieures et les attentes internes continueront de monter? À partir des dynamiques observées depuis 2025, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles prolongent des lignes de force déjà visibles et en évaluent la robustesse face au choc. Premier scénario, le plus probable, une stabilisation sous vigilance. Dans cette configuration, l'équilibre instauré par la taxe exceptionnelle, le contrôle renforcé des zones minières et l'activation du fonds souverain se maintient. Les investissements étrangers se contractent sans disparaître, tandis que les acteurs nationaux consolident progressivement leurs capacités techniques. Les recettes issues du lithium sont orientées vers des priorités ciblées, notamment la formation et les infrastructures liées à l'extraction. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Si les prix mondiaux demeurent élevés, alors cette trajectoire favorise une consolidation graduelle, fondée sur des ajustements continus plutôt que sur de nouvelles ruptures. Deuxième scénario, plus favorable, une consolidation avec un effet d'entraînement régional. Ici, la stratégie nationale agit comme un catalyseur. Des pays voisins confrontés à des enjeux similaires, cherchent à coordonner leurs politiques minières et fiscales. La mutualisation de certaines infrastructures et l'émergence de cadres de négociation communs renforcent le poids collectif face aux acteurs industriels globaux. Si cette coopération se matérialise, alors l'isolement recule et la capacité de négociation augmente. Le fonds souverain finance des projets dépassant le strict cadre national, transformant une posture défensive en levier régional. Cette trajectoire suppose une diplomatie active et une gestion rigoureuse du tempo. Troisième scénario, plus contraignant, une pression extérieure accrue. Dans l'hypothèse inverse, les sanctions se durcissent, les exportations ralentissent et l'accès aux marchés internationaux devient plus difficile. L'inflation progresse, des projets prennent du retard et la redistribution attendue peine à se matérialiser. Si les prix du lithium se replient ou si des alliances se ferment, alors la marge de manœuvre se réduit rapidement. Les autorités sont confrontées à des arbitrages délicats entre maintien de la ligne souverainiste et concessions économiques ciblées. Pour garder une approche utile, voici une recommandation de méthode. Plutôt que de parier sur un seul avenir, il devient essentiel d'évaluer en continu l'interaction entre pressions externes, capacités internes et alliances régionales. Si ces paramètres évoluent, alors la stratégie doit s'ajuster sans renoncer à ses objectifs fondamentaux. Au-delà des équilibres macroéconomiques et diplomatiques, les décisions prises depuis 2025 touchent directement des groupes bien identifiés dans leur quotidien et leurs projections. C'est à cette échelle que la stratégie prend une dimension tangible. Les jeunes générations.
Pour de nombreux jeunes, l'essor des activités liées au lithium ouvre un horizon inédit. La priorité donnée à la formation technique crée des perspectives d'emploi plus concrètes que par le passé. L'idée que des compétences locales puissent progressivement remplacer une expertise importée modifie les attentes sociales. Le travail minier cesse d'être perçu uniquement comme une extraction imposée de l'extérieur. Il devient un espace possible de qualification et de progression. Les familles riveraines. Dans les zones proches des sites d'exploitation, l'impact est plus ambivalent. L'arrivée d'infrastructures, la promesse de redistribution et la reconnaissance accrue des communautés locales suscitent des espoirs réels. Dans le même temps, la valeur stratégique du sous-sol s'accompagne d'une vigilance sécuritaire renforcée. Le quotidien se charge d'une tension nouvelle où les bénéfices attendus cohabitent avec des inquiétudes persistantes. Les choix publics se traduisent ici par des changements visibles dans l'organisation de l'espace et des priorités locales. Les entrepreneurs locaux. Pour les acteurs économiques nationaux, la période marque un point de bascule. Le retrait partiel de certains opérateurs étrangers libère un espace d'initiative, mais exige une adaptation rapide. Répondre à des normes plus strictes, assumer des responsabilités techniques accrues et accéder à des marchés plus exigeants représentent autant de défis que d'opportunités. Ceux qui s'y engagent peuvent en espérer une montée en gamme durable. La, la diaspora. Enfin, pour les Maliens établis à l'étranger, ces transformations interrogent le regard porté sur le pays. Les récits, les récits alarmistes diffusés à l'international entrent en tension avec les retours du terrain, invitant à reconsidérer les catégories d'analyse habituelles et les formes de soutien possibles. La consolidation de la trajectoire engagée repose désormais sur une série d'étapes concrètes, pensées pour convertir une posture défensive en politique durable. 4 jalons permettent d'en structurer la mise en œuvre sans ajouter de faits nouveaux. Première étape, une gouvernance claire. Ici, on parle de l'exécutif et les administrations financières. L'idée est de préciser les règles de décision, d'arbitrage et de contrôle, et cela se situe court terme. On peut le suivre grâce à publication de critères d'allocation et mécanismes de traçabilité. Le but, c'est de garantir que les revenus miniers soient canalisés de manière lisible et prévisible, condition de la confiance interne. Deuxième étape, investir dans le capital humain. Ici, on parle de ministère technique, centre de formation, partenaires éducatifs. L'idée est de programmes ciblés pour les métiers de l'extraction, de la transformation et de la gestion. Et cela se situe court à moyen terme. On peut le suivre grâce à nombre de techniciens formés, continuité opérationnelle assurée localement. Le but, c'est de réduire progressivement la dépendance aux expertises extérieures sans viser l'autarcie immédiate. Troisième étape, affiner l'arbitrage économique. Ici, on parle de autorité budgétaire et sectorielle. L'idée est de orienter une part des recettes vers des relais de croissance interne. Et cela se situe moyen terme. On peut le suivre grâce à diversification des investissements au-delà du seul secteur minier. Le but, c'est de stabiliser les effets des cycles de marché et limiter la vulnérabilité. Quatrième étape, renforcer la coordination régionale. Ici, on parle de diplomatie et partenaires du Sahel. L'idée est de explorer des coopérations en matière de sécurité et de logistique, et cela se situe progressif. On peut le suivre grâce à cadres communs et projets mutualisés. Le but, c'est de réduire l'isolement et renforcer la capacité de négociation. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'une cohérence d'exécution.
La feuille de route ne promet pas l'absence de tension. Elle propose une méthode pour mesurer, ajuster et durer afin que la protection des ressources se traduise en bénéfices partagés et observables. Le fil de cette séquence ramène aux scènes initiales, là où tout a commencé sans bruit. Dans les villages proches des zones minières, le regard porté sur le territoire s'est transformé. Un paysage familier est devenu un espace chargé de sens, observé, convoité, protégé. Les chefs communautaires, les techniciens locaux et les familles évoquées plus tôt ne sont plus des témoins périphériques. Ils constituent désormais le cœur vivant d'un récit national en recomposition. Ce retour au terrain éclaire la portée réelle des choix effectués. Les décisions ne sont pas restées abstraites. Elles ont redéfini des trajectoires individuelles, déplacé des attentes collectives et modifié le rapport au futur. Ce qui était perçu comme une fragilité structurelle s'est mué en capacité de décision progressive, encore incomplète mais tangible. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être un mot d'ordre, elle devient une expérience vécue. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure lointaine que comme un point de convergence. Ses décisions se lisent à travers leurs effets cumulés, inscrits dans la durée et mesurables dans le quotidien. Elles relient la donnée chiffrée à l'impact humain, le cadre stratégique à la réalité sociale. Et l'idée qui reste, c'est la suivante. La souveraineté commence quand les choix deviennent concrets. Ce rappel permet de mesurer le chemin parcouru. Le pays n'est plus seulement décrit par ses vulnérabilités, mais par sa capacité à orienter son destin pas à pas sous le regard attentif de tous. Ce qui se joue ici dépasse un cas national et invite à une réflexion plus large. La manière dont une ressource stratégique est gérée interroge des équilibres qui concernent d'autres pays, d'autres sociétés et d'autres trajectoires de développement. Le lithium agit comme un révélateur. Il met en tension souveraineté, intégration mondiale et attentes sociales sans offrir de solution universelle. Observer cette séquence pousse à élargir le regard. Faut-il privilégier une protection stricte des ressources au risque de frictions prolongées ou rechercher des compromis capables d'amortir les chocs extérieurs? Comment évaluer une stratégie lorsque ses effets s'inscrivent dans le temps long, bien au-delà des réactions immédiates des marchés ou des chancelleries? Et jusqu'où un État peut-il aller pour transformer un avantage minéral en projet collectif durable? Ces questions ne concernent pas seulement le Mali ni Ibrahim Traoré. Elles résonnent partout où la richesse du sous-sol devient un levier de pouvoir et de choix. Partager des points de vue, confronter des lectures et comparer des expériences permet d'affiner la compréhension. C'est dans cet échange ouvert que se construisent les analyses les plus utiles,